Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le 14 décembre 2020. Au sommaire de cette émission, nouvelle violence policière samedi à Paris. La stratégie de lutte contre les Black Blocs a conduit à de nombreuses arrestations de manifestants pacifiques. Témoignage dans cette émission d'un gilet jaune arrêté sans motif et même pas gardé à vue ensuite. Pas de salle de cinéma pour les fêtes. L'incompréhension du secteur face aux mesures sanitaires du gouvernement alors que les centres commerciaux, eux, sont ouverts. On en parle avec nos invités, la réalisatrice Lucie Borletot et Nathanaël Karmitz, directeur du réseau MK2. Et puis, retour sur une enquête qui fait parler sur les réseaux sociaux. Les militaires français engagés au Sahel laissent traîner un monceau d'informations publiques au risque de leur sécurité. Bienvenue dans L'air libre. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté samedi à Paris entre Châtelet et République contre les lois jugées, je cite, liberticides d'Emmanuel Macron. La police, venue en masse, a décidé de décourager les manifestants en les chargeant indistinctement dès le départ du cortège. Une stratégie anti-Black Bloc qui a surtout provoqué la panique et des blessures parmi les manifestants. Samedi, on a donc constaté des charges intempestives et difficilement compréhensibles, comme ici. Alors la police reflue et dans la foule, certains manifestants incrédules réagissent. Ça sert à quoi les mecs? Ça sert à quoi? Y'a rien alors! Y'a rien! Des charges violentes donc qui occasionnent des blessés, comme ce joueur de tambour passé à tabac. On voit son instrument qui tombe au sol, un policier qui donne un coup de pied dedans, avec ce commentaire du journaliste Rémi Buisine qui filme les images. De tambour revient quelques instants plus tard devant les policiers. Vous le voyez, le visage ensanglanté. Une manifestation émaillée aussi d'arrestations arbitraires comme cet avocat. Ok, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Arrêtez. Ok, c'est bon, c'est bon. Allez, on l'interpelle. Pour quelle raison? Pour quel motif? Pour quel motif? Pour quel motif vous m'interpellez? Pourquoi vous me... Non, attendez, c'est à moi. Ça m'appartient. Ça m'appartient. C'est du vol. C'est du vol. Par des charges arbitraires à Paris, la police provoque l'insécurité globale racontée dès samedi soir. Le journaliste Anton Rouget de Mediapart. Par vagues successives, écrit Antion, les CRS, gendarmes mobiles, mais aussi les voltigeurs ont foncé dans le tas le long du boulevard de Sébastopol sans faire le tri entre les manifestants et les personnes qu'ils souhaitaient interpellé. Antion qui nous dit aussi que la stratégie du maintien de l'ordre déployée à Paris lors de la grande manifestation du samedi 28 novembre où les forces de police étaient restées à distance, cette stratégie n'est plus qu'une parenthèse. Depuis la semaine dernière, écrit-il, sur ordre du préfet Didier Lallemand, les policiers reviennent au contact comme lors des manifestations de Gilets jaunes. Alors samedi après-midi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a beaucoup tweeté tenant le décompte des interpellations et présentant les personnes arrêtées comme, je cite, des individus ultra-violents. À 17h50, il a écrit « 119 interpellations à Paris grâce à nos policiers et gendarmes qui mènent une action déterminée et courageuse contre des casseurs venus nombreux ». À 18h56, un autre tweet « Plusieurs centaines de casseurs étaient venus pour commettre des violences. La stratégie de fermeté anti-casseurs, 142 interpellations et encadrement du cortège a permis de les en empêcher. » Un chiffre qui a été repris dans le bandeau des chaînes d'infos en continu. Autrement dit, on comprend que 142 casseurs ont été arrêtés. Sauf que ce chiffre était trompeur. Dimanche, Mediapart, toujours sur la plume d'Antion Rouget, publié cet article. Gérald Darmanin a maquillé les chiffres des interpellations lors de la manifestation à Paris. Selon les éléments et témoignages recueillis par Mediapart, les personnes interpellées dans le cortège parisien étaient en effet en grande partie des manifestants pacifiques. La stratégie policière était bien de foncer dans le tas et de procéder à des arrestations arbitraire. Chiffre à l'appui, puisque selon le parquet de Paris, ce sont les derniers chiffres de ce lundi. Sur les 142 arrestations en question, seules 105 personnes ont été gardées en garde à vue. Et sur ces gardes à vue, on compte 40 classements sans suite et 35 rappels à la loi. Et seulement 8 comparutions immédiates qui ont eu lieu ce lundi. Et sur les 19 mineurs arrêtés, parce qu'il y a eu aussi beaucoup de mineurs arrêtés, dont certains ont passé plus de 24 heures en garde à vue, eh bien, les investigations se sont poursuivies dans seulement un cas.
Alors, parmi ces personnes interpellées, il y a vous, Yann Fontaine, bonjour. Oui, c'est moi. Bonjour, vous allez bien ? Oui, ça va. Je l'ai récupéré le samedi. Vous êtes avec nous depuis Châteauroux, dans l'Indre-et-Loire. Yann, dans quelles circonstances... L'Indre, Dans l'Indre, pardon. Dans quelles circonstances avez-vous été arrêté samedi à Paris ? Alors, succinctement, je vais rappeler qui je suis. Je suis gilet jaune depuis le 17 novembre. J'avais jamais manifesté avant. Donc, j'ai fait pas mal de manifestations, donc j'ai l'habitude. Donc, c'est pour ça que j'ai pas été surpris. Et du coup, j'ai fait les 4 dernières manifestations sécurité globale. J'ai fait celle du Trocadéro, je les ai toutes faites. Et la dernière, c'était cette année, j'irai peut-être samedi prochain à Paris encore pour la marche des pouvoirs. Mais j'ai dit, je vais venir avec ma compagne. Elle n'a jamais fait de manifestation avec moi. J'ai dit, je vais venir avec ma compagne et les enfants. Parce qu'on a quand même le droit de manifester en France. Et j'explique que en queue de cortège, ça craint rien du tout. Il y avait du monde, il y avait plus de 5000 personnes, on a tous vu les images. Si on se met en queue de cortège, ça craint rien. Donc on a fait nos 300 km, le péage, on arrive à Paris, Notre-Dame, on passe 3 contrôles de sécurité, 2 contrôles d'identité avec le petit boîtier électronique où on vérifie mon identité, on me palpe, on me fouille, ma compagne, on la fouille un peu, bon les enfants ils ont rien fait, heureusement. Et puis j'ai pu rejoindre la place du Châtelet, où il y avait pas mal de monde, et c'était plutôt bon enfant, il y avait pas mal de groupes différents, il y avait des gilets jaunes, NPA, il y avait beaucoup de syndicats, il y avait un peu de tout. Et c'était bon enfant, il n'y avait pas de slogan anti-flic, rien du tout. Enfin, il y avait un peu de... Voilà, c'est normal, mais bon. Mais c'était pacifique. Et au bout d'une heure du rassemblement, qu'est-ce qui se passe ? Il y a la fameuse charge sur cette place, et sans aucun motif, parce que c'était vraiment calme. Donc moi, j'étais voir les forces de l'ordre, j'aurais demandé si je pouvais partir, ou si la manifestation allait bien partir, si elle n'a pas été interdite au dernier moment, comme Place d'Italie avec les Gilets jaunes. Parce que là, du coup, avec les enfants, là, je pars tout de suite. Et ils m'ont dit non, c'est bon, ça va partir. Donc, allez hop, décidé, je me mets en queue de cortège avec mon mégaphone. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui me reconnaissent. J'ai mon mégaphone, on me l'a pété hier. Bon, bref. J'ai mis l'ambiance, je chante Macron, on est là, même si tu veux pas, on est là. Au tête de qu'on vient te chercher chez toi. Et je me mets vraiment en queue de cortège. Et j'étais pas loin du cordon de sécurité, des CRS comme ça, et puis aucune animosité, quoi. Et puis on s'élance, j'étais à 2 mètres de mes enfants, j'étais un peu devant, mais vraiment en queue de cortège. Et là, au bout de 10 minutes, j'ai pas compris ce qui me passait parce que j'étais dans mon truc, je chantais dans le mégaphone et j'ai eu une clé de bras, là, on m'a mis au sol, 3 CRS sur moi et on m'a exfiltré de la manifestation et on m'a parqué dans une petite rue avec d'autres manifestants arrêtés et j'ai vu la gueule des manifestants, franchement, là les casseurs, donc il y avait la fameuse personne avec le parapluie, 45 ans, la femme de 45 ans, il y avait un informaticien avec moi, une grande barbe, franchement lui pour casser quelque chose ou pour courir, non mais c'était vraiment un sketch. Et les flics ne filmaient pas. Vous savez, moi j'ai remarqué ça. Ils avaient pendant notre interpellation, là, ils m'ont mis des serre-réflexions, mais ils n'avaient pas le mode film sur leur caméra. Et d'habitude, ils le font tout le temps pour une éventuelle rébellion ou outrage pour avoir des éléments pour en plus accabler les gens. Moi, j'ai remarqué ça et j'ai expliqué pourquoi. Pourquoi je suis arrêté. J'ai demandé qu'on m'explique pourquoi je suis arrêté. On m'a dit attroupement en vue de participer à des réactions à des troubles à l'ordre public. On m'a dit ça, puis on m'a rien dit, on m'a pas notifié mes droits, rien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Comment ? Qu'est-ce qui s'est passé après ? On m'a emmené dans un bus et je me suis retrouvé avec une vingtaine de manifestants dans un bus et on nous a travaillé pendant 5 heures au 18e. On est parti après au 14e pendant 1 heure. Moi j'étais interpellé à 15h, on est arrivé vers 17h30 au commissariat du 14e et on a bien chanté. On a chanté des chansons pas agressives, on est là, Macron, les gilets jaunes, tout ça. Et ils se rappellent de nous, les flics du 14e. On était une dizaine, une quinzaine, et ils ont vu la gueule des manifestants, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Bref. Est-ce que vous avez été mis en garde à vue formellement ? Ah non, pas du tout, on ne m'a pas notifié mes droits. Depuis le début de l'interpellation à 15h15, on ne m'a pas notifié. Heureusement que j'ai demandé le motif. Après, je n'étais pas surpris, parce que quand on est gilet jaune depuis le 17 novembre, on a l'habitude. Mais c'est pas grave. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, au commissariat du 4e, on est resté 1 heure. On nous a encore retransféré au commissariat du 13e. Pour après, à 21h, on passe devant l'OPJ. 1 minute. Bon, vous avez fait quoi ? Il regarde le dossier. Ah oui, attroupement en vue d'eux. Bon, allez, dehors. 1 minute devant l'OPJ. Et moi, je leur ai quand même expliqué ce que je viens de vous dire. Mais sans les flics, ça se voyait. C'était un sketch. Ils ont dit c'était un sketch. Mais ils ne vont pas vous le dire parce qu'il y a le devoir de réserve. Mais ils ont dit, moi, ça m'a marqué. Je l'ai dit tout à l'heure. Je sais pas si c'est de vos confrères. Ils ont dit que c'était un sketch. Ils n'ont pas dit une mascarade, mais c'est pareil. Donc, voilà. Est-ce que ça vous donne envie de revenir manifester pour le coup ? Ah oui, encore plus.
encore plus. Et là, alors moi je vais vous dire, je vais samedi pour la marche des pouvoirs. Manif gilet jaune. On m'a pété mon mégaphone parce qu'on me l'a pété, ils m'ont pété mon mégaphone à 22 balles. Et ben je vais en racheter un plus puissant à 30 balles s'il faut, mais ils vont m'entendre encore plus. Et je suis encore plus motivé parce que franchement, je vais pas dire toutes les revendications et puis c'est chacun. Mais là c'est plus possible de faire dans ce pays, il faut faire quelque chose. Mais ça m'a encore plus motivé et je vais racheter un mégaphone et je vais chanter encore plus fort et je vais porter plainte samedi matin. Et je passerai outre j'irai au commissariat du 14e, où on a bien chanté, où ils me connaissent, pour porter plainte. Et je vais porter plainte pourquoi ? Pas pour. C'est bon, c'est les 3 policiers qui m'ont mis à terre, c'est voilà. On a l'habitude, il y en a connu pire. Hein. Je vous montre juste, c'est bon. Ça, on en a reçu, alors que c'est souvent pacifique. Mais ce que je veux vous dire. Vous allez porter plainte c'est que j'ai porté plainte contre l'allemand pour soustraction frauduleuse de mégaphone, en bande organisée avec Darmanin et les 300 députés. Et ça, je peux vous dire, je vais expliquer tous les faits et je vais distribuer ça à tous les commissariats pour qu'ils sachent ce qui s'est passé. Parce que moi, ils m'ont regardé, ils m'ont dit qui vous êtes radicalisé, vous avez fait un bel exemple, mais alors. On leur explique pas ce qui se passe en maintien de l'ordre dans les différents commissariats. Ils écoutent que BFM. Donc, de ce point de vue-là, mais je vais porter plainte le samedi matin et je fais la manif l'après-midi. Merci Yann, vous nous tiendrez au courant de cette plainte. Donc, gilet jaune arrêté samedi et pas gardé à vue. Donc, comme vous nous l'avez dit, vous étiez avec nous depuis Châteauroux. On parle maintenant de Covid et surtout de l'avenir du cinéma sous Covid avec nos 2 invités. Les voilà qui s'installent. Alors Jean Castex l'a annoncé jeudi, les lieux culturels restent fermés pour 3 semaines encore en raison du Covid. Stupeur et colère dans le monde de la culture percuté par la crise sanitaire depuis des mois. La mesure concerne les théâtres, les clubs, les salles de concert et bien sûr les salles de cinéma qui espéraient rouvrir pour les fêtes. On n'oublie évidemment aujourd'hui pas les autres secteurs, mais on va se pencher avec nos 2 invités sur les gros nuages qui pèsent sur l'industrie du cinéma. Nos 2 invités donc, Lucie Borletot, bonjour. Bonjour. Vous êtes coprésidente de la Société des réalisateurs de films, la SRF. Et vous, Nathanaël Karmitz, bonjour. Bonjour. Directeur général des cinémas MK2. MK2, c'est, dites-moi si je me trompe, 20 salles en Espagne et en France et un catalogue de 500 films à peu près. 800 films, ça grossit à chaque fois. Alors Lucie Borletot, sitôt ces annonces connues, la SRF que vous présidez a publié un communiqué au titre éloquent. Il s'appelle Le Mépris, comme le film de Jean-Luc Godard. Vous y écrivez « Si on nous met à mort, nous voulons connaître l'accusation. Nous voulons pouvoir nous défendre face à autre chose que le vide et l'absurdité de ce qui nous est infligé. » C'est une mise à mort, Lucie Borletot ? En fait, c'était d'une telle violence cette annonce, alors qu'on comptait vraiment en fait sur la réouverture des salles. Et vraiment, on l'a su à peine quelques heures avant les annonces de Castex. Il y a eu des rumeurs, évidemment, à partir du lundi, de toute façon dans les médias, etc. Et on a commencé à se dire, on va essayer de préparer un texte parce que là, on ne peut pas rester sans voix. Et effectivement, on a choisi de faire un texte plutôt sous forme de questions pour essayer de mettre le gouvernement face à ses responsabilités et qu'on puisse avoir des réponses, et même en attaquant sous un angle un petit peu même économique, puisque c'est ça qu'ils ont l'air de bien comprendre, pour leur dire à quel point le secteur culturel et le cinéma en particulier, c'est un secteur économique important. C'est plus, je crois, que l'industrie automobile en fait en France, le secteur culturel. Et du coup, on ne comprend pas en fait cette logique. Alors que, comme on le dit dans le texte, on ne comprend pas pourquoi en même temps les lieux de culte par exemple sont ouverts alors que c'est le même dispositif, que les salles de cinéma présentent un dispositif assez sûr d'un point de vue sanitaire. Et encore une fois, c'est terrible pour les films qui auraient dû sortir mercredi. Nathanaël Karmitz, là encore, sur cette mesure, est-ce que c'était attendu ? Non, c'était pas attendu, puisqu'on nous avait dit l'inverse quelques semaines avant. Ça fait que tout le monde s'est préparé pour. Il faut rappeler le contexte pour les salles de cinéma. L'année, pour l'instant, c'est 5 mois de fermeture, 4 mois d'exploitation sous contrainte, et manifestement une forme de mépris auprès de la part du gouvernement sur le secteur culturel, ou en tout cas une profonde méconnaissance de nos secteurs. On nous ferme 4 jours avant, c'était déjà le cas pour les films qui étaient sortis avant. On avait dit couvre-feu, sortez, etc. Arrive le confinement. Donc, on nous avait donné un peu d'espoir en nous disant
ressortez, allez-y, tout le monde est préparé, on sort du chômage partiel, etc. On prépare ses sorties, les artistes refont les tournées presse, investissent, les distributeurs investissent, et on nous redit 4 jours avant, c'est fini. Et on ne nous redit pas c'est fini, on nous dit c'est fini et on se revoit dans 3 semaines pour en parler. Donc là où on avait un peu de perspective, on reprenait tous un peu espoir, il y avait l'idée qu'il y avait peut-être une lumière au bout du tunnel, on nous dit là, c'est fini et on verra bien. Pour un groupe comme MK2, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez parlé de ces mois d'inactivité finalement qui ont constitué une bonne partie de l'année. Est-ce qu'aujourd'hui, un groupe de taille moyenne comme MK2 voit ses activités menacées? Si oui, pourquoi? Et sinon, est-ce que vous craignez pour les autres, pour des salles peut-être plus petites, pour des distributeurs plus petits? Alors, il y a 2 aspects à tout ça. Un, on peut se dire qu'en France, et vous l'avez dit, on est en Espagne également, on a beaucoup de chance, on est très aidés. Mais là, on fait face à un gros problème de communication. On est très aidé parce qu'il y a du chômage partiel. La ministre nous dit 7,5 milliards, mais ça prend les chiffres du chômage partiel. Après, nous, on commence à toucher les aides du premier confinement. D'accord. Ces aides, et là, pour ce qui arrive, on nous dit on vous soutiendra coûte que coûte. Le problème, c'est que les décrets sortent pas, on ne sait pas exactement à quoi ça correspond. Je vais vous donner des chiffres très simples. Aujourd'hui, un mois de fermeture pour un groupe comme MK2, c'est 1 million d'euros. Les aides couvrent à peine quelques pourcents de tout ça. Globalement, vous perdez beaucoup d'argent. On perd beaucoup d'argent tous les mois. Donc nous, on a la chance d'être bien rentrés dans une situation financière saine, avec pas trop de dettes, etc. Mais il nous reste quelques mois devant nous. Et pour un ensemble de structures, un ensemble d'artistes, un ensemble d'intermittents, la situation est carrément dramatique. Et encore une fois, c'est une manière de jeter les gens, des centaines de milliers de personnes, dans l'incertitude d'une manière totalement scandaleuse et avec effectivement beaucoup de mépris dans la manière dont on nous parle. Alors je crois qu'un recours en Conseil d'État de différents secteurs de la culture est en cours. Est-ce que pour la réouverture des salles en particulier, est-ce que la SRF va s'y associer? Oui, absolument. Elle s'y associe comme l'ensemble des organisations du cinéma. Et effectivement, c'est sur le même modèle que ce qui a été fait aussi bien pour les églises que pour les stations de ski. Donc des fois ça marche, des fois ça marche pas, mais en tout cas il faut absolument le tenter. En parallèle de ça, il y a demain une manifestation, donc j'espère que ça vous a pas découragé. Heureusement que le Témoin était plein d'allants pour continuer à les manifester. Il y a une manifestation à Paris, à midi, place de la Bastille, organisée par la CGT Spectacle pour l'ensemble du secteur culturel. Mais j'invite aussi les spectateurs frustrés à nous rejoindre s'ils ont envie. Vraiment, c'est open. Et il y en a dans toutes les grandes villes de province. Alors, on entend d'ailleurs la sirène puisqu'on est ici en situation sanitaire où on ouvre les fenêtres pendant le plateau pour raison du Covid. Voilà, le Covid est partout. Alors, ce week-end, une vidéo a beaucoup tourné sur le compte Twitter d'un distributeur qui s'appelle Le Pacte. Vidéo, vous allez voir, assez efficace. Vidéo sans son, Nathaniel Karmitz, les centres commerciaux et le métro bondés, mais les salles de cinéma interdites, jugées non essentielles, comme le dit cette vidéo. Est-ce que vous étiez prêt à rouvrir dans des conditions sanitaires satisfaisantes? Oui, les conditions sanitaires dans les salles de spectacle en général sont impeccables. Il n'y a pas de cluster découvert dans le monde dans une salle de spectacle à ce jour. Encore une fois, on est dans un lieu où, par exemple, le renouvellement d'air dans une salle de cinéma est l'équivalent de celui du TGV. Donc, on a le droit de se bonder sans distanciation, là où dans une salle de spectacle, on a le masque, on ne parle pas, il y a beaucoup plus de volume d'air, etc. Donc, il n'y a pas de problème sanitaire à ouvrir les salles. Quelle logique alors? Donc, c'est bien ça le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une logique politique. Ouais. C'est une logique politique. On a décidé de privilégier les cultes, le commerce et non pas la culture. Et c'est bien ça qui pose problème dans cette décision et qui fait que cette décision ne peut pas être acceptée. C'est qu'on nous dit l'élévation de l'esprit dans les églises ou dans les mosquées, d'accord, pas dans les cinémas. Dans un pays laïque comme le nôtre, ça pose problème. Lucie Borlotto, des films n'ont quasiment pas pu vivre en fait ces derniers mois. On pense au film de Maïwenn, ADN, sorti le 28 octobre, film de Nicolas Maury, Garçon chiffon, sorti au même moment. C'est carrément un sacrifice en fait. Ils ont eu 2 jours d'exploitation, c'est absurde. Après avoir investi tous les frais dont on parle dans notre tribune, justement, qui sont réels en fait, pour parler en termes économiques. Et c'est beaucoup d'argent à chaque fois. Moi, je connais quand même des cinéastes. Je pense à un garçon, Aurélien Werner-Musio, son premier film, Vers la bataille, ça fait 3 fois
que sa sortie est reportée. Il faut savoir que sur un premier film, parfois, c'est quelque chose sur lequel on travaille pendant 5, 7 ans. Enfin, je crois que c'est son cas. Et là, il se retrouve de nouveau bloqué par cette nouvelle annonce. En fait, on se demande comment tenir. C'est pas qu'une question de survie économique. En fait, de toute façon, je pense que personne n'a envie d'être dans la survie, en fait. C'est aussi que pour nous, c'est une forme de nourriture de pouvoir créer, de pouvoir montrer nos œuvres. Et c'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que pour moi, le cinéma n'existe que dans les salles. Et encore une fois, on est, je pense, le plus grand parc de salles au monde. C'est une spécificité française d'avoir réussi à garder le cinéma dans les salles. On est fort là-dessus. Et on est fort aussi parce qu'on a une grande diversité de la création. Moi, la SRF, ça représente 300 cinéastes, dont des réalisateurs de courts-métrages. Par exemple, quelqu'un en ce moment qui est en train de faire ses premiers pas dans l'industrie, il est flingué parce qu'il n'y a pas de séance normale, mais il n'y a plus non plus de festival depuis des mois et des mois. Et là, on parle en fait de la mort de la création à la française, qui est quelque chose qui est vraiment une richesse culturelle très grande. Nathanaël Karmitz, vous êtes distributeur, donc il y a cet aspect salle de cinéma, chiffre d'affaires qui manque pour l'exploitation. Vous êtes aussi producteur. Donc il y a des tournages qui sont arrêtés, des frais que vous avez engagés, et vous avez produit Xavier Dolan, vous avez produit des cinéastes très, très connus, mondialement connus. Est-ce qu'aujourd'hui, à part cet aspect salle de cinéma, exploitation, ça vous rend aussi plus frileux sur l'aspect production? Quelle est la visibilité? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est une industrie, la culture aussi, et c'est une industrie lourde, c'est très lent. Donc en fait, on n'a pas particulièrement peur pour demain, on a peur pour la suite. C'est que l'ensemble d'un écosystème fragilisé fait que des distributeurs qui ne peuvent pas contribuer aux films, les chaînes de télévision qui vont moins bien, etc., et du coup, pour aller très très vite, les plateformes qui sont les grands gagnants de tout ça, fait que à un moment, c'est l'ensemble de l'écosystème qui se fragilise. Et ça, au niveau international. Et donc, en fait, le problème n'est pas tellement pour aujourd'hui, le problème, il est beaucoup pour demain. On va franchir cette crise. Les salles, dans leur grande majorité, dans leur immense majorité... Est-ce qu'il y en a qui sont en train de mourir en ce moment, quand même? Forcément. Mais encore une fois, c'est aussi l'effet vicieux de ce qu'on se raconte aujourd'hui. C'est que, pour l'instant, on est tenu sous respirateur artificiel. Et quand on va commencer à nous enlever l'oxygène, c'est là où on va commencer à avoir les dégâts. C'est demain qui est inquiétant. Nous, par exemple, on nous dit réinventez-vous. C'est sympa de se réinventer. Mais se réinventer, ça demande de l'argent, par exemple. Nous, très concrètement, on est revenu économiquement 10 ans en arrière. Donc on nous dit... vous avez droit au PGE. Je suis ravi de prendre 10 ans le prêt garanti par l'État qui permet aux entreprises de survivre. C'est sympa, mais c'est des dettes, tout ça. Va falloir les rembourser. Donc l'inquiétude, elle est pour demain. Et ce manque de visibilité, ce manque d'anticipation et ce manque de connaissance de nos métiers fait qu'on est tous très inquiets pour demain. Et c'est le cas pour les intermittents, pour les théâtres, pour les salles. Notre sujet n'est pas tellement aujourd'hui. Oui. Aujourd'hui, on est abattus, mais on est tous combatifs. Mais demain, l'inquiétude grandit fortement. Là-dessus, justement, et je vous ferai rebondir après là-dessus, aux États-Unis, 70% des petites et moyennes salles sont menacées, selon l'Association nationale des exploitants. AMC, la plus grande chaîne de cinéma du monde, serait au bord de la faillite. Oui. Les blockbusters comme le nouveau James Bond ou le prochain Pixar sont décalés. Pendant ce temps, vous l'avez dit, les plateformes type Netflix, Amazon Prime, Disney+, cartonne totalement. On va juste donner 2 chiffres. Netflix, plus 26 millions d'abonnés au premier semestre. Et en bourse, c'est 300 milliards de dollars de capitalisation, un bond de 100 milliards sur l'année 2020. Donc ça donne des éléments. De plus en plus de films aussi sortent directement sur ces plateformes en effaçant la phase sortie en salle. Moi, j'ai une question très simple pour vous deux. Est-ce que c'est la mort du cinéma en salle comme on le connaît? Clairement non. Le cinéma en salle va perdurer. Ce qui... Et la crise, on peut l'analyser très, très différemment. On ne peut pas comparer les États-Unis et la France. Par contre, on peut considérer aux États-Unis, ce sera la mort du cinéma en salle. On peut considérer qu'il y a une crise du cinéma anglo-saxon. Par exemple, pendant la phase de réouverture, on parle de chiffres très importants en termes de baisse, moins 50, moins 70, moins 80%. Mais quand on compare partout en Europe, ce qu'on voit, c'est ce qui manque, c'est la part de marché du cinéma anglo-saxon. Donc, par exemple, l'analyse qu'on peut faire de cette crise, c'est qu'on dit on a perdu de la souveraineté en Europe, on n'est plus capable de fabriquer des masques. Mais on peut du coup aussi analyser qu'on a perdu notre souveraineté culturelle. Et du coup, on peut se poser la question de l'Europe, on peut se poser la question, justement, comment on soutient nos cinéastes, nos films et notre industrie culturelle, et comment on ne fait pas en sorte de l'affaiblir par ces petits coups de semonce, ces petits stop-and-go permanents, parce que préparer l'avenir, c'est aussi préparer notre souveraineté culturelle et la souveraineté européenne de la culture. Lucie Borledo. D'autant qu'il y avait quelque chose de positif entre ces 2 confinements, c'est que justement, on a eu la place pour les films français. Et on a vu que des films qui sont souvent décriés, parce qu'ils sont soi-disant
gens trop élitistes, ou je sais pas quoi, quand on leur donne la place, en fait, ils peuvent faire des succès. Je pense au film avec Laure Calamy, tu vas m'aider, En toilette dans les Cévennes, voilà, qui est un film absolument léger, joyeux, un film qui n'a pas coûté cher et qui tout d'un coup a trouvé un public qui l'aurait peut-être fait dans un autre contexte, mais en fait, on peut aussi s'en réjouir. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'effectivement, on sait que l'État va soutenir les entreprises, mais on sait aussi que du coup, avec des prêts, par exemple, des dettes, c'est forcément les projets les plus fragiles qui vont trinquer. Parce qu'en fait, c'est les indépendants qui vont avoir plus de mal à s'en remettre. C'est aussi se dire que les financiers vont plus hésiter à aller sur des projets plus risqués. Enfin, peut-être pas, hein, on n'espère pas. Mais effectivement, nous, on commence à ressentir... Si on est en train d'attendre que son film sorte, c'est une frustration terrible. Si on attend d'avoir son film qui sort pour pouvoir commencer à monter le prochain, c'est pas possible. Parce qu'on nous dit, ah ben oui, mais on attend de voir quel chiffre tu vas faire. Voilà, les tournages ont repris, c'est une bonne nouvelle. Mais là, il va y avoir un embouteillage terrible. Et cette espèce de stop and go, effectivement, ça grippe la machine, en fait. Qui est une machine vraiment qui marche bien. Moi, je pense à ce qui est arrivé en Italie dans les années 80. C'est-à-dire que vous aviez une cinématographie mondialement hyper connue, hyper riche, hyper variée, hyper performante. Ça a été flingué, en fait, en quelques mois. Donc, c'était déjà un peu tendu avant la crise du Covid. La crise du Covid, comme dans tous les secteurs, elle révèle des endroits où c'est tendu. On ne veut pas que ça arrive la même chose au cinéma français, quoi. On ne veut pas qu'il arrive, je m'exprime mal, la même chose. Non, vous exprimez très bien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Juste toute dernière question, on n'a qu'une minute pour les mois qui viennent. Eh bien, moi, j'ai envie de retourner en salle parce qu'avant d'être une cinéaste, je suis une spectatrice et en fait, ça me manque, c'est viscéral en fait, ça me rend malheureuse, vraiment. Donc, j'ai envie que ça envoie vite et bien. C'est-à-dire, il faut qu'ils nous écoutent, il faut qu'ils se concertent. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. On ne peut pas dire, ah ben oui, on va peut-être ouvrir là. Non, en fait, ça se prépare une sortie de film. Voilà, ça ne peut pas se faire comme ça. Nathaniel Kermitz. Ce qu'on peut espérer, effectivement, c'est une meilleure compréhension de la part de notre gouvernement de nos secteurs et qu'ils prennent enfin en considération le secteur culturel, non pas comme des emmerdeurs qui viennent s'exprimer sur les plateaux, mais comme une nécessité. C'est un droit constitutionnel, le droit à la culture, au même titre que l'éducation. Donc on espère qu'on sera traité de cette manière-là et avec cet enjeu-là, parce que c'est un enjeu pour les générations futures, c'est un enjeu pour notre pays, c'est un enjeu pour notre rayonnement. Et on espère que ça sera enfin compris, puisque effectivement, les crises révèlent, et cette crise révèle la compréhension que le gouvernement a de la culture. Et enjeu probablement essentiel, pour le coup. Merci à vous deux, Lucie Borletot, coprésidente de la Société des réalisateurs de films, la SRF, et vous, Nathaniel Kermitz, directeur général des cinémas MK2. Voilà, merci à vous. On va maintenant partir au Mali. Ce sont des informations stratégiques, sensibles et pourtant accessibles très facilement sur les réseaux sociaux. Des informations postées par des centaines de militaires français déployés au Sahel, souvent de façon publique et sans pseudonyme, qui permettent de les localiser, de les suivre dans leurs opérations et mettent en danger leur sécurité. Une situation que l'armée française connaît mais ne semble pas en capacité de régler. Bonjour Sébastien Bourdon. Bonjour. Tu es journaliste avec Justine Brabant et Antoine Schirer. Tu viens de publier une enquête édifiante sur Mediapart. Des militaires français, écrivez-vous tous les trois, compromettent la sécurité de leurs opérations sur les réseaux sociaux. Alors concrètement, vous avez retrouvé sur Instagram près de 1500 photos et vidéos prises par des militaires engagés dans l'opération Barkhane, qui vise les groupes armés djihadistes au Sahel, postées entre 2007 et 2020. Certaines révèlent des détails sur l'équipement des forces françaises, la disposition de l'intérieur de leur camp, des barrières par exemple, ou des bâtiments, ou leur localisation. Et sur une autre application qui s'appelle Strava, destinée aux joggeurs et aux cyclistes, une application de sport, vous avez aussi retrouvé plus de 1000 profils susceptibles d'appartenir à des soldats français, dont près de 200 appartiennent très vraisemblablement à des membres des forces spéciales. Alors, votre article est accompagné d'une démonstration vidéo de 11 minutes qui explique comment vous avez travaillé. On regarde. Cette vidéo, publiée le 26 novembre 2019 sur le réseau social Instagram, montre une patrouille de l'armée française traversant le fleuve Niger. Elle a été filmée à proximité de la ville de Gao, dans l'est du Mali, zone dans laquelle sont déployés les militaires de l'opération Barkhane, la mission française luttant contre les groupes armés djihadistes au Sahel. Cette séquence est l'une des centaines de publications de militaires français partagées depuis cette zone et librement accessibles sur les réseaux sociaux. Ces publications, souvent anodines à première vue, laissent parfois entrevoir des informations sur les dispositifs de sécurité des bases militaires,
les équipements utilisés et les itinéraires des patrouilles. Plus grave, sur un autre réseau social lié à l'application mobile de footing Strava, nous avons identifié plus d'1 millier de profils publics de militaires français. Une suite de manipulations simples nous a permis de retracer les déplacements des soldats dans leurs opérations au Sahel, mais aussi de les suivre de retour en France, y compris jusqu'à leur domicile. Nous avons notamment pu identifier et suivre plusieurs membres des forces spéciales, des soldats d'élite dont l'identité est protégée en raison de la confidentialité de leur mission. Toutes ces informations sont autant de failles potentielles dans la lutte contre les groupes terroristes, parmi lesquels Al-Qaïda au Maghreb islamique. Disponibles publiquement sur Internet, elles sont susceptibles de compromettre gravement la sécurité des militaires français et le secret de leurs opérations. Alors, c'est une vidéo qui est intégralement disponible sur Mediapart et à partir d'aujourd'hui sur nos réseaux sociaux. Sébastien, comment vous avez découvert ces failles et comment vous avez travaillé ? Alors, ce qui est important de comprendre dans la façon dont on a mené cette enquête, c'est qu'on a travaillé exclusivement en source ouverte, c'est-à-dire à partir d'informations librement accessibles sur Internet et en l'occurrence sur les réseaux sociaux. Dans un premier temps, on s'est intéressé au réseau social Instagram et on s'est rendu compte que des militaires français, alors qu'ils sont en opération extérieure au Sahel dans le cadre de l'opération Barkhane, publient quotidiennement des photos et des vidéos depuis cette zone. Pour trouver des selfies, hein, c'est ça dont on parle. Oui, c'est beaucoup de photos qui sont anodines à première vue, mais l'idée c'est que recoupées les unes aux autres, comme vous l'avez dit, elles renseignent sur la disposition des camps militaires dans la région et les activités de l'armée française. Pour trouver ces images, on a fait des recherches très très simples et on s'est contenté d'images qui sont librement accessibles. On a par exemple fait des recherches à partir des noms des villes dans lesquelles l'armée française a des bases dans la région. Et dans un second temps, on a travaillé autour de l'application de Running Strava, plus précisément le réseau social qui est lié à cette application. Et de la même façon, on s'est rendu compte que près d'un millier de militaires, qui, quand ils faisaient du sport sur ces bases au Sahel, enregistraient leurs activités sportives grâce à cette application et les publiaient sur Internet sur des profils toujours publics. Oui, parce qu'ils veulent améliorer leur performance. Alors à chaque fois, dès qu'on fait un jogging, par exemple, on enregistre ses performances. C'est ça dont il s'agit. C'est ça l'idée, oui. Ouais. Alors, on va regarder un autre extrait de cette vidéo, votre vidéo qui montre la précision extrême justement des informations que vous avez pu récolter. Nous avons ainsi pu identifier plus de 1000 profils de militaires français. La plupart sont publics et n'utilisent pas de pseudonyme. Il est donc possible de suivre les déplacements de ces militaires tout au long de leur participation à l'opération Barkhane. Intéressons-nous par exemple à celui-ci que nous avons anonymisé et que nous appellerons Thomas. L'historique de toutes ces activités est accessible sur son profil. Sur Strava, on trouve par exemple la trace de Thomas au Sahel le 20 avril 2019. Tôt le matin, il effectue un footing sur la base militaire de Gao, au Mali. Il court pendant 49 minutes, une routine qu'il répète tous les 2 jours environ, jusqu'au 15 mai 2019. À partir du 18 mai, il n'est plus sur la base de Gao. On retrouve sa trace sur la base de Gossi, toujours au Mali. Le 27, il est de retour à Gao. Sa dernière session sur cette base est le 9 juin. Thomas et son régiment quittent alors le Sahel. Mais avant de rentrer en France, ils font étape 3 jours en Grèce, dans un sas de fin de mission. Un hôtel luxueux en bord de mer. Sur place, Thomas continue d'enregistrer ses footings sur l'application Strava et publie aussi une photo sur Instagram. Il rentre ensuite en France. Le 17 juin, on le retrouve à Poitiers, la ville dans laquelle est basé son régiment. Depuis cette date, il est possible de le suivre dans ses déplacements professionnels et privés. Alors Sébastien, ce militaire que vous appelez Thomas, dont vous retrouvez la trace à la fois
au Mali, dans le lieu où il se repose et en France. C'est seulement un exemple parmi d'autres. Quels sont les dangers concrètement posés par la libre circulation de ces informations ? Alors, à mon sens, il y a 2 dangers principaux. Le premier, il concerne la sécurité des militaires directement sur place, dans le cadre de l'opération Barkhane. Il faut rappeler que l'opération Barkhane, c'est une opération qui a pour but de lutter contre des groupes djihadistes au Sahel, et qu'il y a 15 jours encore, 3 bases de l'opération Barkhane au Mali ont été attaquées et ont été la cible d'attaques revendiquées par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le deuxième danger, plus grave sûrement, du moins je pense, il concerne les militaires une fois qu'ils sont de retour de mission en France. De facto, ce qu'on a montré, c'est que les informations disponibles publiquement sur Strava constituent un véritable annuaire compilant les adresses de centaines, voire de milliers de militaires. Et elles sont compilables par n'importe qui, récupérables par n'importe qui en ligne. Et on peut que imaginer ce que des personnes mal intentionnées pourraient faire de telles informations qui pourraient constituer pour elles une véritable mine d'or. Y compris jusqu'à leur domicile. Exactement, oui. Alors Sébastien, il existe normalement un guide des réseaux sociaux au sein du ministère de la Défense, on le trouve d'ailleurs sur Internet. Il explique notamment aux militaires que toute diffusion, je cite, de contenu, texte, photo, vidéo relatif à votre activité professionnelle et ou à celle de l'institution sur les réseaux sociaux peut se révéler être une menace pour la sécurité du personnel de la défense, des opérations et de leur succès. Plus loin, il contient des conseils. Ne faites pas état de votre statut d'agent de la défense. Donc, ne dites pas que vous êtes un militaire, ce qu'ils font, en l'occurrence, sur ces réseaux sociaux. Ne donnez pas d'informations privées, adresse postale, téléphone ou de liens vers vos profils privés, ce qu'ils font sur ces réseaux sociaux. N'utilisez pas la géolocalisation ni l'identification sur les photos publiées, ce qu'ils font sur ces réseaux sociaux. Quant aux soldats en opération, ils doivent, je cite, désactiver la géolocalisation de leur smartphone, ce qu'ils ne font pas sur les réseaux sociaux. Et il leur est rappelé que toute diffusion de photos et vidéos informant sur le camp, l'entrée et la sortie, l'agencement du camp et les missions, les cartes, les matériels, les écrans, les programmations est interdite. Là encore, ce n'est pas ce que ces militaires font et respectent comme règle. Pourquoi ce guide d'usage des réseaux sociaux n'est pas respecté par les militaires ? Alors, c'est difficile à dire. On a posé la question au ministère des Armées qui ne nous a pas répondu sur ce point précis. Il nous a rappelé qu'une prévention était faite directement auprès des militaires. On peut que s'interroger sur l'efficacité de cette prévention quand on voit que parmi les personnes concernées, on a notamment des hauts gradés et des membres des forces spéciales. Et du coup sur les moyens qui sont mis en œuvre pour essayer de faire appliquer les conseils prodigués par ce guide. Et le ministère de la Défense pourtant a été déjà informé de ces failles. Oui, alors une partie des informations avait été révélée en 2018 par le New York Times. Ça concernait à l'époque principalement l'armée américaine, mais la démonstration est similaire. L'autre question qui se pose dans le cas français, derrière celle-ci, c'est la question du recrutement. On sait que l'armée française doit recruter massivement des jeunes et on peut que supposer que si elle les privait complètement de l'accès aux réseaux sociaux ou à Internet dans le cadre d'une opération extérieure, elle perdrait évidemment en attractivité auprès de ces jeunes. Alors évidemment, ces informations, vous les avez anonymisées dans votre enquête, Thomas n'est pas Thomas, et vous les avez aussi transmises à l'armée avant publication pour l'alerter sur ces failles majeures et bien sûr donner la possibilité aux militaires concernés de les anonymiser. Est-ce qu'ils l'ont fait et que vous a répondu le ministère ? Alors pareil, on a posé la question au ministère qui ne nous a pas vraiment répondu sur ce sujet. Il nous a dit encore une fois qu'ils étaient conscients des risques liés à ces applications et liés à l'utilisation des réseaux sociaux par les militaires en opération extérieure. Dans les faits, hier encore, des militaires en opération extérieure au Mali ont publié sur des profils toujours publics des photos et des vidéos prises dans la région. Et ce matin même, des militaires français faisaient du sport sur la base de Gao au Mali, utilisaient toujours cette application Strava et ont publié leurs performances sportives sur des profils toujours publics. Voilà, donc ça ne change pas vraiment. Merci beaucoup Sébastien Bourdon d'être passé dans L'air libre. On lit et on regarde sur Mediapart ton enquête, votre enquête, avec Justine Brabant et Antoine Schirrer. Tu restes avec moi pour le 24h Mediapart. Si vous
n'avez pas lu Mediapart ces dernières 24 heures, voici ce que vous avez manqué. Beaucoup de choses, en fait. L'occasion, on le répète, de vous abonner. Mediapart, c'est indépendant et ne vous informe que grâce aux abonnements. On y va. On part en Algérie avec Nejma Brahim. Le pays est devenu l'une des voies utilisées par les migrants subsahariens pour gagner l'Europe. Bien sûr, entre crise sanitaire et fermeture des frontières, ces derniers sont plongés depuis le printemps dernier dans une grande précarité. Ismaël Bin revient de son côté sur le sommet Ambition Climat, un sommet bien mal nommé 5 ans après la signature de l'accord de Paris. La réunion de plus de 70 chefs d'État ne tient pas ses promesses pour réduire les gaz à effet de serre. On y reviendra d'ailleurs demain dans À l'air libre. Dans le club, le journaliste et philosophe Marco Cesario a rédigé un billet sur la décision prise par le journaliste Corrado Augias de rendre sa Légion d'honneur. Corrado Augias, c'est un journaliste italien qui, dans une lettre à la presse italienne, a justifié ce geste par la Légion d'honneur qui a été remise par Emmanuel Macron au président égyptien Al-Sisi la semaine dernière. Voilà, À l'air libre, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Christophe Guignot qui m'a aidé à préparer cette émission. À demain et bonne soirée.